Salut à tous, aujourd'hui on va parler de choses réjouissantes. Est-ce que la Carpimco peut s'effondrer? Est-ce que c'est grave? Et est-ce qu'on y peut quelque chose? Il y a de plus en plus de jeunes qui ont l'impression qu'ils n'auront rien pour eux, qui payent des cotisations Carpimco pour les personnes âgées actuelles. Ça, c'est le principe de la répartition, c'est la solidarité intergénérationnelle, un beau terme qu'on nous met en avant depuis 1945, mais que eux, étant donné les difficultés dont ils entendent parler depuis le livre blanc de Michel Rocard, que eux n'auront rien. Alors dans cette vidéo, on va voir si l'effondrement progressif ou brutal de la Carpimco est possible. Ensuite, on va voir si nous y sommes prêts. Puis on va se demander si c'est si grave que ça. Et ensuite, quelles solutions on peut mettre en œuvre à notre niveau. Alors d'abord, est-ce que l'effondrement est possible? Regardons quelques statistiques fournies par la Carpimco elle-même. En fait, on a perdu quasiment un actif en 10 ans seulement. Pas depuis le début de ma carrière, mais juste dans les 10 dernières années. Donc on a perdu, vous voyez, ça se voit, un actif quasiment en 10 ans. Alors ce qu'on voit aussi, c'est que c'est mieux que le 1,4 du régime général. Dans le régime général, c'est-à-dire le régime des salariés du privé, il y a 1,4 actifs seulement pour payer les retraites d'un retraité. Donc là, il y a vraiment un énorme problème et une grosse tentation du régime général et de l'État français d'aller capter l'argent des régimes qui vont mieux pour mettre tout ça dans une sorte de grande marmite. C'est ça qui était prévu dans la réforme Delevoye, qui a été évitée de justesse à cause du Covid, je ne vais quand même pas dire grâce au Covid, mais donc on allait pomper l'argent et mettre tout en commun, pomper l'argent des régimes un peu mieux, qui se disaient un peu mieux gérés, mais aussi qui avaient un meilleur rapport démographique. C'est ce qui a fait bondir les avocats d'ailleurs, parce qu'eux ont un bon ratio démographique, puisqu'il y a eu beaucoup d'installations de jeunes avocats, et donc ils avaient l'impression qu'on allait les spolier, quoi. Si on prolonge les courbes, on voit qu'on va avoir vraiment un problème. Ça ne peut pas durer comme ça éternellement, le fait d'avoir de moins en moins d'actifs pour payer un retraité. Si on arrive à l'équilibre, ça veut dire que chaque actif aura sur son dos un retraité en plus de son propre salaire et en plus de sa propre protection sociale. Donc ça va être complètement invivable la retraite par répartition. Si on prolonge les courbes, on voit bien qu'on va vers un effondrement du système par répartition. Et cet aveuglement-là, il est dû à la doctrine de 1945. On a mis en place un système gentil, généreux, de solidarité intergénérationnelle dans toutes les strates de la société. Ça avait commencé déjà sous le maréchal Pétain, mais on l'a fait de manière massive pendant les années 40, à la fin des années 40, et la Carpimco est l'héritière de ça. Et du coup, on a des gens qui cherchent à maintenir ce système-là à bout de bras parce qu'il est gentil et qui correspond à leurs convictions, mais il n'y a pas de pragmatisme là-dedans, en fait. On va pousser ce régime-là jusqu'à ce que les actifs n'en puissent plus. En fait, la solidarité, elle est toujours à sens unique dans la retraite par répartition. Alors, est-ce que pour autant, on va laisser s'effondrer le système ? On peut penser que le plus probable, c'est quand même un lent enfoncement en attendant qu'un jour, on se mette à avoir à nouveau plus d'actifs parce qu'il y aurait un meilleur rapport démographique, mais on n'est pas parti pour. Le régime général souffre du fait qu'on fasse de moins en moins d'enfants. On se rapproche progressivement des autres pays européens qui ne veulent plus faire d'enfants. Nous, en tant qu'auxiliaires médicaux, il est bien évident qu'on va tenter, on va être de plus en plus une proie tentante. On a déjà beaucoup d'argent qui part vers les autres libéraux. On appelle ça la compensation. Il y a des compensations, enfin c'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est eux. Il faut compenser, comme si on avait fait quelque chose de grave en ayant un bon rapport démographique. Il faut compenser, par exemple, les professions anciennes comme les notaires, les professions où il y a beaucoup de retraités. Et donc les professions plus jeunes donnent beaucoup d'argent. On le voit, regardez ce tableau, on le voit au niveau de ce qui part de la Carpimco, au niveau du régime de base, et ce qui revient à la Carpimco pour nourrir les retraités auxiliaires médicaux. Vous voyez, tout cet argent qui ne revient pas, il sert à de la compensation. Alors on voit aussi que sur le régime complémentaire, qui lui ne part pas en compensation, il y a aussi de l'argent qui ne revient pas aux retraités, dans l'argent qu'on nous prend. Mais cet argent-là, il est mis en réserve. On le sait, la Carpimco fait des réserves pour les jours les plus difficiles. Et donc c'est comme ça qu'elle dit qu'elle est bien gérée. Alors, ce qui pourrait ralentir ça,
ce serait la création d'un système obligatoire de retraite par capitalisation. Les pharmaciens ont ça, un pilier de retraite par capitalisation obligatoire, et les fonctionnaires ont ça, mais je crois que eux, c'est pas obligatoire. En tout cas, ils ont un fonds de pension. Mais nous, on est dirigés par des représentants qui ne souhaitent pas mettre ça en place. Ce qui aurait pourtant permis, et ça c'est les études de Patrick Artus qui le montrent, qui aurait permis une bien meilleure santé économique des systèmes de retraite français, une transition, pas forcément totale, mais au moins partielle, de la retraite par répartition vers un système de retraite par capitalisation. Retraite par capitalisation, ça veut dire tout simplement de l'épargne obligatoire gérée par des professionnels qui placent l'argent dans l'économie réelle. En plus, c'est plus vertueux parce que cet argent finance l'économie réelle. On n'a pas ça. Nous, on laisse les autres fonds de pension étrangers venir acheter des entreprises françaises et investir et donc posséder une partie de la France. Mais nous, on ne veut pas le faire pour des raisons politiques, en fait. Donc, ce n'est pas la société française qui va nous sauver. En tout cas, on n'en voit pas l'esquisse pour l'instant. Du coup, est-ce qu'on est prêt, nous, à titre individuel, à cet effondrement lent ou à cet effondrement subit, mais plus probablement lent? En fait, ça dépend des gens. Ce qu'on voit le plus quand on regarde ce que les collègues ont, je le vois depuis des années que je m'occupe de ça et que des collègues me font la confiance suffisante pour me montrer où ils en sont, c'est des gens qui ont une assurance vie, un livret A et un plan d'épargne retraite qui a remplacé les retraites Madelin. Maintenant, c'est ce qu'on voit le plus. Est-ce que ça suffit? Éventuellement, il y en a qui ont un studio en ville. Mais est-ce que ça suffit? Regardons un peu les sommes qu'il faut amasser. Alors, je vous ai fait un tableau, un petit tableau, il n'y a que 3 lignes, qui permet de comprendre le besoin d'épargne et l'énormité du besoin d'épargne si la Carpimco finit par s'effondrer. Regardons ligne par ligne. Si vous estimez que votre besoin par mois est de 2 000 €, par exemple en cas d'effondrement de la Carpimco, et que vous avez placé votre argent sur du fonds en euros sécurisé, par exemple, et du livret A, donc du zéro risque à 2%, il faut que vous ayez accumulé 1 200 000 €. C'est mathématique, hein, 1 200 000 €. La formule, elle est là, en haut. Voilà, elle est là. Toute bête. Il faut que vous ayez accumulé 1 200 000 € en tout pendant votre carrière pour que, au moment de la retraite, vous puissiez avoir ça. Je dis au moment de la retraite, mais c'est le même raisonnement pour verser une pension à vos enfants s'ils sont étudiants, par exemple. C'est énorme, évidemment, hein, et c'est là où on voit que le zéro risque, le fonds en euros d'assurance vie notamment, et de PER, ne permet pas, à la plupart d'entre nous, de dégager une réelle protection contre un effondrement de la Carpimco. Parce que qui accumule parmi les auxiliaires médicaux 1 200 000 € de placement hors résidence principale? Qui fait ça? Ça montre aussi une chose, c'est qu'on peut quand même réduire le besoin en allant vers un peu plus de risques. Évidemment, au moment de la retraite, on n'a pas trop envie que tout soit en bourse, mais imaginons que vous ayez tout sur du zéro risque et panaché entre le zéro risque et l'immobilier, par exemple des parts de SCPI, et que vous cherchiez à avoir du 4% par exemple, évidemment, hop, mince, là, vous allez diviser par 2 votre besoin. Si vous avez 2 fois plus de rendement, vous avez besoin de 600 000 €. 600 000 €, ça peut s'imaginer d'avoir capitalisé ça en ayant mis une stratégie d'entrée de jeu dès le début de la carrière. Mais quand même, ça vous garantit qu'une retraite assez chiche au total, hein, parce que vous n'arrivez même pas au revenu médian des Français, mais ça vous permet de vivre quand même dans certaines parties de la France. Ça ne vous permettra pas de vivre à Paris, mais ça vous permettra de vivre au fin fond de l'Eure ou de la Creuse. Ça, c'est possible. Et donc, bon, il faut quand même une très grosse somme pour faire ça. Imaginons qu'on cherche à avoir 3 000 pour respirer un peu mieux, il faut 900 000 €, c'est mathématique. Voilà le tableau. Ça montre vraiment déjà que le zéro risque, c'est très risqué sur le long terme, et ça montre aussi qu'un effondrement de la Carpimco, il y a peu de gens qui y sont prêts en fait. Un enfoncement faible, enfin relatif, imaginons qu'il y ait besoin que de 1 000 € de complément de retraite et que vous ayez placé à 4%, là, vous avez besoin de 300 000 € de capital. Ça, là, on arrive quand même dans des choses beaucoup plus imaginables et
pas mal d'entre nous en fin de carrière finissent avec ce genre de somme-là. Alors évidemment, si vous n'êtes pas auxiliaire médical et que vous êtes en train de regarder cette vidéo, ça va vous paraître quand même une somme assez importante, c'est possible, hein. Mais tout ça est mathématique. Alors on peut aussi choisir de manger le capital, mais ça peut être risqué si vous avez besoin d'un EHPAD à la fin. À chacun de voir son niveau de risque. Alors il est évident que pour la plupart des collègues, ça ne suffira pas. S'il n'y a pas de CARPIMCO, c'est pas possible. C'est pas possible. En même temps, on peut comprendre que la plupart des collègues ne souhaitent pas monter à suffisamment d'épargne et donc suffisamment de charges de travail, travailler, je sais pas, une cinquantaine d'heures ou 55 heures par semaine. C'est faisable, hein, je l'ai longtemps fait, hein, mais ça ne veut pas dire que c'est faisable pour tout le monde, ça dépend de la situation familiale et de ce que chacun arrive à faire, et aussi du type de patientèle. Et on peut comprendre que beaucoup n'aient pas envie de monter à 50 ou 55 50 ou 55 heures par semaine juste pour dire je vais améliorer ma retraite au cas où la CARPIMCO irait pas. C'est logique de ne pas vouloir vivre mal pendant 40 ans, tout ça pour avoir une chance de vivre mieux pendant 15 ans, sachant que l'effondrement de la CARPIMCO n'est même pas sûr. Alors est-ce que c'est grave? Bah oui et non. Vous savez, je suis normand, hein. D'abord, pourquoi oui? Bah déjà, c'est grave de voir qu'on nous embarque dans un système qui va de moins en moins bien, mais qu'on tient à bout de bras pour des raisons purement doctrinaires. Ensuite, c'est quand même stressant de voir un système qu'on pensait sûr devenir de moins en moins sûr. Ensuite, c'est complètement injuste de voir que les retraités vivent avec des conditions que nous, on ne connaîtra jamais, en fait. Le rapport entre leur cotisation et ce qu'ils ont comme retraite, nous, on ne connaîtra jamais ça, en fait. Et les jeunes, encore moins que les gens de ma génération. Moi, je suis de la génération X. En fait, c'est une solidarité à sens unique, comme je disais, avec des avantages un peu partout, moins de CSG, ils payent moins de CSG que nous, et aussi, ils ont même les 10% d'abattement pour frais professionnels, alors qu'ils n'ont pas de profession. Donc ça, oui, c'est grave. Maintenant, pourquoi c'est pas si grave que ça? Bah déjà parce que y a rien qui nous forcera à partir en retraite. Alors oui, c'est injuste que les autres aient pu avoir un accès à la retraite sans se poser même la question. Nous, à 64 ans, on peut continuer. Même à 67 ans, on peut continuer. Il n'y a rien qui nous pousse dehors. Et puis, c'est pas grave non plus parce que, au pire du pire, l'exil est toujours possible, hein. On peut décider de faire un exil intérieur en changeant de métier ou un exil tout court en quittant le pays. Il n'y a rien qui nous maintient. On n'est plus comme à l'époque où les frontières étaient toutes fermées. Il y a plein de pays qui nous accueillent à bras ouverts, nous les Français. Alors que faire? À notre niveau, au niveau individuel, il y a des choses à mettre en place. Première chose, ouvrir un plan d'épargne en action, un PEA, et une assurance vie, même si vous n'y connaissez rien et même si vous n'avez pas d'argent à y mettre, vous l'ouvrez dès demain, ou même dès aujourd'hui si c'est ouvert, et vous faites tourner le compteur fiscal. Pendant 5 ans, le PEA, il faudra éviter de retirer de l'argent dessus. Donc si vous faites tourner ces 5 ans-là, même si vous n'avez pas d'argent à mettre dessus, le jour où vous aurez de l'argent à mettre dessus, ce sera déjà quelque chose d'acquis, et il ne restera pas 5 ans où il vaudra mieux bloquer l'argent pour ne pas payer d'impôts sur les retraits. Assurance vie pareil, mais sur 8 ans. L'assurance vie est mûre fiscalement au bout de 8 ans. Donc autant l'ouvrir tout de suite sur des comptes en ligne si possible parce que vous aurez moins de frais. Les frais, c'est comme des termites qui rongent votre épargne et qui nourrissent des gens au lieu de vous nourrir vous. Deuxième idée, ouvrir un plan d'épargne retraite avec des pincettes parce que ça, c'est plutôt destiné, j'en ai beaucoup parlé dans ma formation là-dessus, c'est plutôt destiné aux gens qui ont plus de 40 ans et qui sont au moins dans la tranche d'imposition à 30%. Donc 30 ou 41. Beaucoup d'entre nous sont dans la tranche à 30 hein, quand même. Le PER, en fait, c'est un pari sur le fait que vous descendrez d'une tranche le jour où vous récupérerez l'argent, puisqu'il sera soumis à l'impôt. Si vous descendez de la tranche à 30 à la tranche à 11, vous êtes gagnant. En revanche, si vous êtes sur la même tranche, sachant que les intérêts aussi seront imposés, est-ce que ça vaut le coup? Autant ouvrir une assurance vie, quoi. Troisième solution, l'immobilier. Alors attention à la surprotection des locataires, hein. Dans notre pays, le locataire peut se transformer en loup dans votre bergerie, et un loup complètement surprotégé par le système parce que vous êtes estimé, vous êtes jugé en tant que propriétaire comme étant le fort face au faible qui est le locataire. Et le système est tellement déséquilibré rééquilibré, qui crée un autre déséquilibre. C'est le locataire qui est le puissant face au propriétaire grâce à la loi. Donc,
Vaut mieux éviter le logement, ça peut être des places de parking, des parts de SCPI, mais l'immobilier, c'est vraiment à regarder. En ce moment, c'est pas ça qu'est ça. Tout dépend de ce que vont donner les taux d'intérêt aussi. Donc à bien regarder, soit en direct, soit en parts de SCPI, qui sont des regroupements de milliers d'assurés qui ont plusieurs dizaines de locataires. Et vous ne gérez rien au quotidien, évidemment, c'est la société de gestion qui s'occupe de tout. Ensuite, vous pouvez consulter un conseiller en gestion de patrimoine indépendant qui, lui, va analyser votre situation et vous proposer ses remèdes. Vous pouvez en voir plusieurs, un peu comme quand on va voir un médecin et qu'on est sur des choses graves. Là, c'est grave, c'est votre avenir, donc n'hésitez pas à en voir plusieurs et éventuellement à confronter ce que dit l'un, les arguments de l'un, face à l'autre. Et avant peut-être d'aller en voir, investissez dans vous-même. C'est pour ça que j'ai lancé mes formations à l'origine, en fait. C'était pour transmettre ce que moi j'avais appris en investissant sur moi-même dans le fait de s'y connaître un peu mieux. On n'est pas du tout formés à tout ça, nous, les auxiliaires médicaux. Et donc, comment comprendre ce que dit un conseiller en gestion de patrimoine sans se dire bon, ce gars-là, c'est son métier, de toute façon, il va forcément me donner les bons conseils. Moi, c'est pas mon métier, donc je fais confiance. Ça, c'est le meilleur moyen d'aller vers une voie de garage et un truc bourré de frais qui va enrichir tout le monde sauf vous. Donc attention, apprenez, investissez dans vous-même. C'est quelque chose qu'on entend très souvent sur Instagram notamment. Investissez dans vous-même, dans le développement perso, c'est très connu. Mais vraiment, il y a une logique là-dedans. Il faut investir dans soi-même. C'est ce que j'ai fait avant de mettre en place une stratégie patrimoniale. J'ai appris. J'ai beaucoup appris, j'ai passé plusieurs années à essayer d'apprendre. Au début, je ne savais même pas qu'une assurance vie, ce n'était pas la même chose qu'une assurance décès. Donc que la Carpimco s'écroule ou s'enfonce doucement, ça vaut le coup d'investir dans vous-même. Et la première chose à faire, c'est de vous inscrire à ma newsletter, le lien est dans la description.